Nous avons voulu cette semaine donner la parole à une minorité agréable et intéressante, les poulpistes. Cette façon d'appréhender la maladie, le handicap, c'est ma façon de le faire. Ça ne veut pas dire que c'est la façon que tout le monde devrait avoir de gérer ces choses-là, mais c'est la mienne et c'est aussi celle d'autres personnes qui sont malades ou handicapées. Et ce qui est important, c'est de la communication et c'est de respecter les souhaits de chacun et de chacune. See, that's my third part. That's my bipolar shit, nigga. What? That's my superpower, nigga. Ain't no disability. I'm a superhero. I'm a superhero. Bonjour à tous. Nous revoilà pour la seconde partie de cette table ronde. Après cette petite pause bien méritée, après ces deux premières parties où on a parlé de l'accompagnement en tant que tel, qu'est-ce que c'était qu'être père, on s'est posé ces questions et ensuite on s'est demandé qu'est-ce que c'était que transmettre un savoir en tant que père, les bénéfices et les limites et à quoi ça correspond. On va regarder dans cette troisième partie l'économie de l'aide. Et le hasard fait bien les choses. C'est Thierry qui va nous présenter cette thématique. Quand je parle de l'économie de l'aide, je parle un peu de chiffres, plus largement du coup de l'économie sociale et solidaire qui représente aujourd'hui 15% du PIB en France, qui représente de nombreux salariés, de nombreuses entreprises sous différents formats, que ce soit la grosse association gestionnaire en passant par la petite start-up ou l'association avec des militants, des adhérents et des bénévoles. Il y a beaucoup d'autres formats. Mais alors, qu'est-ce que c'est que cette économie de l'aide en fait? Quels sont les enjeux entre les acteurs et les enjeux en fait de pouvoir par cette économie? Qui tire les ficelles ou quoi, on n'est pas dans le complot quand même, hein, mais on va se poser un peu la question des enjeux entre les acteurs. Comment tu présenterais ça, toi, Thierry, l'économie de l'aide, ça te fait, comment on dit déjà en Alors, anglais, ring a bell? yes, really ring a bell. Ok, Alors, ce qui se passe pour moi, c'est, je vous ai dit tout à l'heure, je suis un nouveau retraité, et c'est à ce titre que j'ai envisagé la professionnalisation pour moi de la notion d'aide. Euh, J'entends par là que en étant retraité, je me retrouve avec et du temps libre et les moyens de mon existence. Du coup, je me suis dit, je vais mettre ce temps libre au service de ce que j'ai envie de faire, c'est-à-dire de renvoyer l'aide que j'ai reçue et du coup de le faire de façon professionnelle, c'est-à-dire me revendiquer de mon expertise, mais du coup d'une expertise peut-être commune et comment ça marche. Du coup, je m'aperçois que en m'annonçant comme tel, je vais à la rencontre de personnes qui vont avoir des besoins avec deux canaux différents. Un premier qui est en réseau personnel auprès des autres personnes handicapées que je connais, et un deuxième qui est je suis sollicité, par exemple quand je suis en rééducation, du fait que j'ai une certaine expérience, une certaine écoute et une capacité à dialoguer et à proposer des solutions, c'est reconnu dans le centre de rééducation où je vais tous les 6 mois. Et du coup, on commence à me demander d'intervenir. Et là, je m'aperçois que, en fait, intervenir, ça prend du temps. Que ce temps, les journées ne font que 24 heures, elles ne sont pas extensibles. Et ce temps peut, si j'interviens sur plusieurs personnes, ce temps peut du coup prendre sur mon propre temps libre personnel que je ne souhaiterais pas forcément systématiquement au service des autres. Du coup, ça interroge deux choses. Ça interroge le temps consacré à l'aide et ça interroge ce temps, est-ce que je le vends
est-ce que je l'offre? Et là, je dis je, c'est-à-dire que je me positionne comme je suis une personne indépendante, je ne suis dans aucune association, je ne suis mandaté par personne si ce n'est moi-même. Et du coup, bah, je me suis demandé si je devais chercher à me raccrocher à une structure existante, ce qui n'est pas tellement, enfin pas forcément dans mon caractère immédiatement, euh, mais malgré tout, on est mieux à plusieurs que tout seul. Donc tout seul, ça fait des années que je rame. Là aujourd'hui, j'ai envie de me rapprocher de, on va dire, d'organisations un petit peu plus conséquentes, cohérentes, voilà. Et du coup, à ce titre, je me demande si les organisations que je repère dans le domaine de l'aidance en général, ces organisations, bah, elles sont à géométrie variable. Euh, Elles ont des ampleurs différentes. On parlait tout à l'heure de l'économie sociale et solidaire, qui s'approprie la terminologie de l'aide on va dire dans un cadre politique, l'organisation politique de comment organiser et comment articuler l'aide officiellement sur le plan politique. Et moi, je suis un individu indépendant et je me pose les mêmes questions. Comment organiser mon aide? Et si cette aide devient quelque chose qui me prend beaucoup de temps, même si ce n'est pas beaucoup de temps, ce temps, est-ce que je le vends? Et si je le vends, à quel titre je le vends? Et combien? Est-ce qu'il y a un tarif horaire? euh, Dans d'autres domaines, par exemple la psychanalyse, il y a une notion d'aide à l'autre. C'est quelque chose de moins matériel, c'est plus immatériel. Est-ce qu'il y a une tarification? Il semblerait que dans ce domaine-là, par exemple, le fait de payer fasse partie de la définition du soin. Est-ce que mon aide est un soin? Donc voilà, j'ouvre le sujet en disant est-ce que l'aide c'est quelque chose qui, euh, d'à partir du moment où c'est professionnalisé, doit se vendre? Mon point de vue, c'est je pense que oui. Maintenant, est-ce que la personne aidée a les moyens de l'acheter? Deuxième question. Si elle n'en a pas les moyens personnellement, quels sont les moyens publics à mettre au service de cette notion comment dire, bienveillante et améliorante pour la société? Voilà, quels sont les moyens politiques, économiques qu'on va pouvoir se donner les uns les autres pour s'aider les uns les autres? Voilà, c'est un peu bordélique comme présentation, mais voilà, c'est J'aime entre bien. l'individu et le collectif et combien ça coûte. Ça passe à l'essentiel, hein, c'est ça. Euh, Quelqu'un a envie d'intervenir sur ce point? Oui, parce que je suis complètement dedans. Je rejoins sur plusieurs plans Thierry, parce que avant de créer mon entreprise, je me suis vraiment posé toutes ces questions. Est-ce que l'expertise d'usage peut se vendre? Est-ce que ce savoir peut se vendre? Après, moi, je me suis orientée pas vers les particuliers, mais vers les professionnels, parce que pour faire connaître tous ces concepts de pair aidance, il faut le comprendre. Donc, il faut aussi que moi, je travaille sur l'amélioration des postures professionnelles en tant que formatrice, et j'ai vraiment axé mes travaux, mes modules là-dessus, à améliorer les compétences, les champs de compétences aussi des professionnels, parce qu'ils s'appuient sur quelque chose aussi des acquis qu'ils ont, des connaissances dans ce qu'ils font dans le quotidien, mais par moments, ils sont aussi limités. Donc, ils vont aller chercher des ressources, mais pour qu'ils aillent chercher une ressource, il faut que la ressource aussi va vers le professionnel pour dire ça existe, on peut faire ça et on peut s'appuyer sur ça. Alors moi, je fais surtout sur l'accompagnement.
Et là, je me suis orientée vers du coaching en psychologie positive. C'est pour travailler avec les pairs référents. Donc, le pair aussi a besoin de soutien. À un moment donné où aussi il peut relâcher, il peut se dire « Ouh là là, stop pour moi ». Donc, on est là aussi pour la compréhension, l'écoute, et ben, le redynamiser. Il faut aussi des personnes pour ça, y compris pour le professionnel qui va être aussi en perdition de tous ces concepts. Mais qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce que c'est possible de faire au sein de ma structure? Parce que toutes les structures ne fonctionnent pas non plus dans une équité. Donc, chaque structure a son propre mode de fonctionnement et son propre sens de ressources aussi. Donc, il faut emmener toute cette matière vers aussi le professionnel pour qu'il comprenne tout ça. Qu'est-ce que c'est? Parce qu'on ne peut pas faire de la pérédance dans une structure si les professionnels ne sont pas formés. Il faut une assise, il faut une base. Donc, c'est une matière supplémentaire, complémentaire qu'on leur apporte en fait. Et c'est par le biais aussi d'une expertise d'usage, du savoir expérientiel. Et moi, je me suis dit, pour le valoriser, pour montrer aussi que ça a du poids, il faut aussi le professionnaliser. Sauf que je suis formatrice, donc j'ai un métier. Mais c'est la base que je vais travailler en fait, pour faire la bascule, parce que chez le professionnel, pour qu'un autre professionnel soit reconnu, il faut aussi cet équilibre, qu'il se reconnaisse aussi en tant que professionnel. Donc c'est ça aussi qui est assez compliqué. Ouais, si je comprends bien, et je te passe la parole ensuite, Thierry, c'est aujourd'hui, un père, il est professionnel à partir du moment où il fait un autre métier, c'est-à-dire que soit il est coach, soit il est formateur, et en plus il est père. Il n'y a pas de métier de père en tout cas. Il va y avoir une certification en tant que père intervenant, père accompagnant. Thierry, je t'en prie. Ouais. Il y aura une Excuse-moi. valorisation. Donc, Claudie, je me permets Pardon, d'intervenir. oui, je ne voyais pas. Ouais, je me suis démuté. Pardon. Oui, donc j'interviens parce que tu dis il va y avoir une formation et en même temps tu te revendiques d'une professionnalisation sur ce terme de la paire aidance. Du coup, je voulais te demander, c'est quoi ta référence professionnelle voilà, qu'est-ce que tu vends du coup, je comprends que les destinataires ne sont pas les personnes handicapées, ce sont plutôt les professionnels on va dire, autour du handicap. Sur les deux. Ta professionnalisation. J'interviendrai en fait sur les deux. Parce qu'il y a cet accompagnement du père aussi, qui a une différence aussi par rapport au professionnel. Parce qu'il n'est pas, c'est sur sa reconnaissance en fait, sa valorisation du comment comment le professionnel va reconnaître aussi le père en tant que professionnel. Donc il faut aussi apporter de la matière, une construction dans ce qui, enfin, il faut bien démarrer en fait, voilà, à créer le pont. C'est par cette manière-là aussi qu'on peut apporter ce relais, cette transmission de connaissances et dans l'accompagnement du professionnel et dans l'accompagnement du père. Parce qu'il y a un pont aussi à faire à un moment donné, mais tout dépend des structures, tout simplement. C'est vraiment quelque chose aussi qui peut être personnalisé, des demandes qui peuvent être profondes à telle ou telle structure. Ce ne sera pas non plus basé sur une généralité, mais ce qu'on veut, c'est faire connaître ce que c'est la paire-aidance. Ça peut être des moyens aussi de connaissance. Je pense que nous, à Odinéo, on a eu cette réflexion de est-ce qu'un père aidant est forcément professionnel? Est-ce qu'il y a, on sent bien qu'il y a quelque chose qui se joue sur la reconnaissance d'un savoir et qu'on est dans une société où souvent la reconnaissance passe par la rémunération. Et donc,
Sauf que nous, on accompagne des personnes qui perçoivent l'allocation adulte handicapé à taux plein, qui ont des places en foyer d'accueil médicalisé, donc qui sont reconnus par la MDPH comme inaptes au travail. Et donc, de fait, elles ont cette place dans un foyer d'accueil médicalisé. Donc, si elles ne perçoivent un salaire, elles ne sont plus inaptes au travail et elles perdent leur place. La question, c'est, il y aurait des choses à revoir dans ce système, ça c'est sûr. Cependant, ce système, pour l'instant, est comme ça. Et donc, c'est comment, parce que là, on parle aussi de la paire aidance, on est resté dans de l'accompagnement 1 pour 1, ou 1 pour plusieurs, mais en tout cas, une personne qui accompagne 2 personnes handicapées. Et nous, on a décidé aussi d'élargir un peu et de dire un père aidant peut aller former, sensibiliser des étudiants, des futurs professionnels, parce que par là, il va aider au changement des pratiques et donc, par ricochet, il va aider ses pairs. Voilà, on est allé dans l'élargissement de ces questions et donc, ça, les écoles de formation, elles nous adorent. Et bien sûr qu'elles ont des pères aidants qui viennent intervenir auprès des futurs professionnels. Mais comme on le disait Thierry, c'est du temps. C'est du temps, c'est du travail de qu'est-ce que je vais dire, qu'est-ce que je vais pas dire, comment on s'organise. Donc, on a eu cette réflexion et moi, je me sentais un peu mal de coordonner ça en disant vous allez donner du temps, de l'énergie à des écoles et puis voilà, puis merci bien. Et donc, on a essayé de penser à quelque chose de l'ordre de redonner en termes d'heures de formation. C'est-à-dire, on ferait payer les écoles et en échange, on ne donne pas l'argent parce qu'on veut pas perdre, on ne veut pas que ça mette les gens dans des situations compliquées financièrement, mais par contre, on peut leur payer des heures de formation s'ils veulent apprendre à parler en public. Donc, il y a ça. Et il y a aussi le fait qu'un père aidant, ça peut, en fait, c'est tout un risque, à mon avis, de tomber dans un truc un peu capitaliste, de dire on va tout payer. Du coup, on va tout payer et chaque relation d'aide va être tarifée. Et nous, on réfléchit avec des pères aidants à l'association de quand est-ce que je me fais payer? Ou est-ce que tout ce que je fais doit être rémunéré? Et parfois, juste dire à des personnes en foyer, on se retrouve à 14h tous ensemble pour un café autour d'une thématique, et que ça soit lancé par une personne, c'est dans la paire aidance. On est dans j'aide et c'est père aidance et vie en collectivité. De dire, je participe à la vie en collectivité et donc, du coup, j'organise des trucs. Et moi, j'aime beaucoup cet exemple. Je ne sais plus qui l'a pris dans une réunion. C'est mon petit garçon à 5 ans ou un peu plus qui dit, OK, je mets la table, mais tu me donnes 5 €. Et en fait, c'est un peu ça, c'est est-ce qu'on va arriver à ça? C'est-à-dire, OK, je veux bien aider mon père, mais par contre, il faut qu'il me paye. C'est de dire, en fait, c'est une relation, en fait, on va pas tout payer non plus, c'est juste être en lien avec quelqu'un et ça pose de véritables questions de à partir de quand je vais être payé et est-ce que je peux être payé? Est-ce que le système fait que ça ne va pas me mettre en danger sur autre chose? Et effectivement, la question de Thierry, combien je peux prétendre?
Et voilà, c'est des véritables questions, des grands débats. Julia, je peux te poser une question? Oui, Julia, je voudrais te poser une question. tout à fait. Alors, je crois comprendre que tu parles du point de vue d'une association, j'imagine l'association 1901. Oui. Ouais. Et toi, tu es salarié de cette association? Oui, mais je suis pas présidente. Oui, 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 ok. Mais c'est juste pour comprendre ton point de vue sur l'économie de l'aide d'à partir de cette association. Parce que c'est bien avec cette casquette-là dont tu parles aujourd'hui. C'est ça. Et nous, on essaye de penser la présidence, du coup, au sein de l'association. Et Oui, 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 je comprends bien ça. Et du coup, ton point de vue est un point de vue associatif avec l'économie de Association 1901, c'est-à-dire pas de bénéfices et a priori souvent des fonctionnements basés sur des subventions qui permettent à l'association d'exister. Voire avec une économie peut-être que vous générez pour créer une forme d'autosuffisance. Enfin bon, comme toutes les assos 1901, quoi. Je veux dire, c'est la différence voilà, de fonctionnement avec les sociétés privées ou avec les organismes qui peuvent être aussi des associations, mais qui ont des buts du coup peut-être plus lucratifs. Je pense à des grands acteurs comme les grands groupes qui s'occupent de l'aide en général, des groupes avec des fortes influences politiques qui n'ont pas les mêmes moyens qu'une petite association et encore moins les mêmes moyens que des acteurs indépendants. À savoir quand même que les personnes à aider, les destinataires, ce sont bien eux qu'il faut considérer, de mon point de vue, en premier, et non pas le fonctionnement des structures. C'est-à-dire que les bénéficiaires doivent obtenir l'aide. Là, on parle bien. Moi, la réflexion qu'on a en association, c'est bien sûr, et on a eu le cas en fait dans un établissement, un scénariste et réalisateur qui est venu faire un film dans un foyer d'accueil médicalisé avec les personnes accompagnées et qui a dit à la fin, bon bah hop, je vais les payer. Et on a dit non, parce que si vous les payez, malheureusement, on comprend bien votre logique et elle est tout à fait louable. Mais si vous les payez, elles perdent leur statut d'inapte au travail. Donc, du coup, pour elles, c'est moins pour l'association que pour les personnes de se dire qu'on ne peut pas les mettre dans des situations où elles vont perdre, où le coût est pas assez élevé parce qu'elles pourraient perdre leur place. Et du coup, on raisonne bien pour les personnes de se dire, mince, est-ce que... Et on leur laisse le choix. Et en fait, c'est la question de leur expliquer aussi. Et de leur expliquer, soit vous êtes payé, mais du coup, le système fait que ça vous met en danger, soit on trouve des solutions pour vous rémunérer peut-être autrement. Donc, en heures de formation, en faire venir des intervenants, enfin, vous montez en compétence sur cette présidence. Et du coup, on voit bien que c'est une autre rémunération qui est tout aussi précieuse. En fait, les heures de formation, c'est hyper important. Et tout l'enjeu, c'est de leur donner le choix, en fait. Et peut-être qu'elles prendront le risque de perdre leur place en recevant de l'argent, ou peut-être qu'elles se diront, bah, à tout bien considérer, je vais peut-être prendre mes heures de formation et donc du coup préserver ma place en établissement. Mais c'est sûr qu'on a un problème de système. Et ça, c'est dans le cas en plus où il y a une rémunération. Moi, là où je voulais aussi discuter, c'est que aujourd'hui, est-ce qu'il y a vraiment une économie en fait de la pérédance et de l'aide
Est-ce qu'il y a vraiment des gens ou des personnes qui sont rémunérées pour ce travail? Toi, Claudie, tu disais que en fonction de l'établissement avec lequel tu travaillais, c'était complètement différent, ou en tout cas c'était l'un et l'autre, que tout dépendait en fait l'acteur avec qui tu échangeais. Est-ce que surtout en fait il y a des échanges aussi entre les acteurs? C'est-à-dire que par exemple toi, tu vois Thierry, tu dis bon bah moi je le fais un peu à mon niveau, en fonction du centre de rééducation, mais du coup je le fais en tant que passion, pas de façon rémunérée. Et pourtant, j'ai l'impression que c'est un savoir qui pourrait l'être. Euh, j'ai posé cette question-là, enfin, je me suis positionné comme ça simplement parce que j'ai une demande d'intervention au niveau du coup jardin. Hein. Ouais. Je fais partie de la Fédération française des jardins nature et santé. Et à ce titre, on m'a demandé d'intervenir dans un établissement scolaire. Voilà, il s'agit de motiver des étudiants sur le métier de jardinier et plus particulièrement sur le fait que ce métier peut s'appliquer pour les handis. Et là, du coup, bah, c'est une demande dans une institution. Cet institut, du coup, le représentant de l'institution qui me sollicite me propose, dans un premier temps, au moins un défraiement et me propose des collaborations ultérieures. Bon, il y a un vrai programme de travail à développer. Et du coup, à ce titre, je me demande comment je vais pouvoir créer un flux entre cette institution qui me demande une prestation et un vrai boulot qui est à concevoir derrière. Et du coup, je me pose la question de, euh, voilà, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je vends. Là, l'interlocuteur, c'est une institution. Évidemment, les moyens ne sont pas du tout les mêmes qu'une personne directement concernée ou que j'aiderais de pair à pair. 1 Oui, plus 1. ouais. Voilà. Et donc, ça interroge cet ensemble de l'idée de mon aide, comment je peux la vendre si je dois la vendre. Bien évidemment que si j'ai le loisir de ne faire que l'offrir et de vivre de ça, ça voudrait dire que j'ai un revenu suffisant assuré et un temps suffisamment disponible pour ça, et ça serait idéal. Mais c'est une utopie, c'est pas toujours le cas. Et en plus, c'est pas forcément la finalité. C'est-à-dire qu'il peut y avoir un vrai travail de création, de développement qui nécessite de l'investissement de ma part. Et du coup, comment je récupère au moins mon investissement? Mm. C'est-à-dire que je veux bien, dans l'idée, aider, je veux bien mettre des moyens pour ça, mais je ne vais pas mettre tous mes moyens au service de l'aide. J'ai besoin moi aussi d'exister. Voilà. Alicia, tu as un point de vue sur cette économie de l'aide? Euh, toi qui aussi est engagé dans une grande association aussi, même si c'est qu'une de tes casquettes, hein. Je suis assez d'accord avec ce qui a été dit parce que ce sont des réalités déjà dans le rapport entre des personnes en situation de handicap et le monde du travail. Déjà une première barrière. Et puis après, il y a effectivement toute cette question d'aspect un petit peu valeur ajoutée, c'est-à-dire il y a aussi des personnes qui considèrent que voilà, elles ont besoin d'être rémunérées parce qu'elles engagent du temps, de l'investissement, etc. Comme on l'a dit. Et puis il y en a qui considèrent que elles préfèrent le faire bénévolement parce que si elles étaient rémunérées pour ça, elles n'y mettraient pas autant de peut-être de cœur, ou en tout cas, elles ne le feraient pas de la même façon, elles n'accompagneraient pas de la même façon. Mais toujours est-il que, effectivement, il faut quand même qu'on arrive à trouver un fonctionnement et à trouver un cadre, parce que si on veut pouvoir proposer des formations, des qualifications derrière et une vraie reconnaissance, comme on disait tout à l'heure, il faut quand même qu'il y ait au moins un statut, une rémunération pourquoi pas, et je pense que ça va avec, mais au moins un statut. Et, euh, et c'est pas évident aussi parce que on tombe aussi dans l'aspect commercial, dans le sens où ce qu'on est en train de discuter depuis tout à l'heure, c'est la cohérence et l'équilibre entre l'offre, la demande et le besoin aussi du travailleur. C'est-à-dire, si en capacité
quand bien même le père accompagnant est en capacité de travailler, je ne sais pas, à temps plein et d'exercer l'activité à temps plein, il n'y aura pas forcément du père accompagnement à temps plein, parce que ça dépend des profils, ça dépend des personnes, des demandes, etc. Donc qu'est-ce qu'on lui propose à côté et de quelle façon, enfin, c'est extrêmement complexe. Et je pense que c'est ça qui a ralenti réellement le père accompagnement, en tout cas en France, depuis longtemps. Alors après, ça se fait quand même dans d'autres pays européens de manière beaucoup plus rodée. On a des pères accompagnants qui sont embauchés, je crois, dans des associations, dans des services, pour servir de référents. Ça veut dire que c'est pas toujours eux qui pères accompagnent, mais en tout cas, ils peuvent prodiguer des conseils, aller chercher d'autres pères accompagnants, élargir le réseau, etc. Donc, il y a tout un tas de missions à déployer et après, il faut voir en fonction de chaque personne. Mais c'est vrai que je pense, comme on l'a abordé tout à l'heure, il y aurait un travail à faire du côté des lois et de la reconnaissance des capacités de travailleurs handicapés parce que le père accompagnement, c'est pas pris en compte là-dedans. Et il y aurait peut-être voilà, quelque chose à trouver, une nouvelle modalité à créer de ce côté-là. Après, en toute honnêteté, moi, j'ai encore du mal à voir clair là-dedans, c'est vrai. Et c'est ce qui pose problème justement aussi pour faire entrer les pères accompagnants dans des établissements. À quel statut, quel rôle on lui donne, est-ce qu'il aura une rémunération, qui le paye, est-ce qu'on lui donne un bureau, enfin, c'est ça qui est plus bloquant finalement que le reste. Parce que je pense que c'est effectivement pas clair en termes de fiche de poste et est-ce que c'est une fiche de poste, est-ce que effectivement qu'est-ce qu'on attend du père aidant et c'est tellement large, il y a tellement de formes que du coup, là on parle plus du handicap moteur depuis tout à l'heure. Il faut savoir que dans le handicap psychique, c'est beaucoup plus avancé. Il y a des médiateurs de santé père qui ont des postes et des attributions dans les établissements qui sont très clairs parce qu'aussi il y a, enfin, selon moi, mais je connais moins dans le handicap psychique, mais parce qu'il y a cette notion de rétablissement et donc, du coup, il y a quelque chose de peut-être plus cadré qui permet de cibler quelle personne à quelle tâche, quand et quelle place auprès des professionnels. Et du coup, là, c'est des personnes rémunérées voilà, qui ont leur place dans l'équipe professionnelle. Donc, eux, ils sont très avancés, mais effectivement, la question, c'est est-ce que c'est professionnel? Est-ce que ça n'en est pas? Et en fait, il y a une telle diversité de tâches que, pour moi, la pérédance, effectivement, ça va de insuffler une dynamique dans un groupe de vie en proposant des temps de parole ou parrainer un nouveau qui arrive dans le foyer et dire, bah tiens, je vais te montrer les 2-3 trucs, à savoir si tu as des questions, je suis là, machin. Donc, ça va de là à peut-être effectivement donner des cours en université, tout ça. Donc, et un tel panel que du coup, ça va vraiment du relationnel un peu duel à quelque chose de peut-être professionnel. Et donc, c'est cette diversité qui rend compliqué, à mon avis, aussi cette question de la rémunération. Est-ce qu'on rémunère quelqu'un parce qu'il aide quelqu'un d'autre? C'est pas évident à se dire, en fait. Thierry, oui, tu voulais rajouter peut-être un point, Alicia. Sinon, je vais te demander à Thierry de conclure ensuite sur ce sujet. Juste dire que je suis tout à fait d'accord avec Julia et c'est aussi une réalité parce qu'on voit bien à l'heure actuelle les différentes associations qui se sont mis
depuis les injonctions politiques à développer le père accompagnement, qui ont embauché, qui ont fait appel à des chargés de projet, des chargés de mission, qui ont des profils potentiels de père aidant. Et voilà, au final, on leur attribue bien plus que ces missions de père aidant, parce que voilà, ça va au-delà, on a besoin de développer des projets, mais pour montrer qu'il y a quand même une espèce de fusion, de mission qu'on peut rattacher au père accompagnement, au-delà du pur père accompagnement. Bon, peut-être je fais la conclusion. Ok. Donc, moi, en guise de conclusion, j'ai envie de parler du sentiment que je ressens de la difficulté relative qu'on a les uns et les autres à parler d'argent. C'est assez typiquement français, hein. Voilà, il y a des pays où c'est pas un problème. Ici, dès qu'on parle de la réalité des choses, de l'économie des projets, on se lance soit dans la marchandisation hyper capitaliste, et ça, c'est vachement mal vu, soit on est dans une espèce de bonhomie associative où il y aurait une économie qui viendrait du ciel, et puis on serait tous copains, et puis on aurait tous les mêmes objectifs, et ça serait vachement bien. Je pense qu'on doit essayer de trouver à un moment donné une voie du milieu, quelque chose qui soit un petit peu cohérent. Et ce que je ressens, ce que j'ai bien compris aussi dans la discussion qu'on vient d'avoir, c'est les personnes handicapées, les revenus de leur existence qui sont liés à leur statut de handicapé sont des revenus fragiles et bien insuffisants. Du coup, on a tendance, en tant que handi, à s'accrocher à ces petits privilèges qui sont le fait de simplement espérer survivre parce qu'on est handi. Alors, en remerciant je ne sais pas quel man, remerciant la MDPH en général, hein, qui va centraliser toutes les démarches qui vont nous permettre de survivre économiquement. Et peut-être se satisfaire de ça. Moi, ce n'est pas quelque chose qui me réjouit comme vision d'avenir. Donc, du coup, je pense que organiser réellement, d'une part, l'économie de l'existence des personnes handicapées comme étant quelque chose qui doit être révisé et je pense qu'on sera tous d'accord, largement augmenté pour correspondre à la réalité voilà, du revenu minimum d'existence, hein, pour prendre un terme à la mode. Et puis, à côté de ça, interroger cette notion d'aide en tant que métier et du coup, se qualifier dans ce métier, d'une part, et d'autre part, élaborer ensemble des politiques qui puissent permettre de développer cette notion-là sur le plan économique aussi. Voilà, en guise de conclusion. Merci, c'était très complet. Claudie, vas-y, je t'en prie. Oui, moi j'ai beaucoup réfléchi à ça, à cette perte en fait financière aussi, me dire comment je vais me positionner déjà en tant que travailleur en situation de handicap, parce que je perçois la hache, mais que j'ai construit aussi tout mon travail en tant que travailleuse indépendante sur cette protection, à me dire je vais faire tant de formations dans l'année justement pour pas perdre cette AH, parce qu'à un moment donné je vais la perdre. Donc c'est toujours cette frustration en train de se dire je veux bien faire, je veux exister, je veux avoir un petit revenu au-delà, mais comment on peut faire? Et c'est vrai qu'avec tout ce qui émerge sur ces formations autour de la paire-aidance, eh ben, on n'y est pas encore. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui je me positionne en tant que formatrice et non pas paire-aidante, parce que je n'ai pas d'autre choix dans l'immédiat. On n'a pas assez de recul encore, c'est pas assez rentré dans comment dire, dans cette société où ben voilà, on va pouvoir exister par nous-mêmes aussi et non d'avoir cette frayeur de perdre ces aides, parce qu'elles sont importantes. Elles nous aident à payer notre loyer. Moi, je travaille beaucoup sur aussi tout ce qui est violence faite aux personnes en situation de handicap, notamment les femmes en situation de handicap. Donc, il y a cette violence économique, cette violence
violences intrafamiliales. Il y a toutes ces violences-là aussi qui reflètent aussi ce qu'on n'a pas envie de parler quelque part. Et par moments, c'est vrai que quand je me présente en tant que formatrice. Ça passe très bien, la pilule passe très bien. Je vais me présenter en tant que père aidante, père accompagnant. Ça passe un petit peu moins bien parce que là, il va falloir vous rémunérer aussi, mais comment on va faire, En fait, c'est toute cette posture-là, cette vision de la personne qu'on va avoir, on va être un petit peu obligé de faire aussi. C'est ces positionnements qui sont, pour moi, quelque part aussi, je vais être trash, assez hypocrite aussi, mais parce que c'est confortable pour l'autre. Et quand on essaie de sortir un petit peu de cette attitude à subir les choses, à dire oui à tout, non, moi je dis non aussi. Je sais dire non. Donc, je me positionne en tant que personne déjà intègre, avec ma personnalité. J'ai mon statut handicap qui vient après, mais je suis une personne avant tout qui aime le travail. Moi, je suis, avant d'être porteuse d'une maladie, j'ai une dystrophie musculaire. Moi, je marchais jusqu'à l'âge de 25 ans. Tout allait bien. Sauf que ça m'est tombé dessus. Je n'ai pas eu de père, je n'ai pas eu tout ce parcours-là d'aide. Il a fallu que je fasse avec les deux, en fait. C'est pour ça que je peux avoir cette vision aussi de la personne valide, à me dire, tiens, là, il y a un truc qui va coincer, je saurais quoi lui dire. En fait, on est toujours quelque part un petit peu à l'affût du comportement de l'autre aussi, parce qu'on le connaît, mais parce qu'on est passé aussi par là. Il y a toute cette matière, en fait, il faudrait tout redynamiser. Et je suis pas quelqu'un là pour sauver le monde. En fait, il y a ce monde-là. Je suis bien obligée aussi de m'intégrer, mais il faut pas oublier aussi sa personne. Alors, qui on est, la valeur qu'on est. Et c'est pour ça que moi, aujourd'hui, je monnaie mon expertise, je monnaie mon travail parce que j'y consacre énormément d'heures. J'ai passé 8 ans de ma vie à faire de l'interprétation aussi pour certaines institutions, pour certaines associations. Au nom de quoi? Alors que les personnes qui sont intervenantes à côté de moi sont rémunérées. Pourquoi moi je ne le serais pas? Et je reste 8 heures sur un colloque, pareil que tout le monde. J'ai tout ce travail de 6 mois en amont et pour avoir quoi comme reconnaissance? Surtout quand on parle de violence économique. Donc, à un moment donné, il faut être cohérent. Donc, si ça ne rejoint pas mes valeurs, je quitte. Je quitte soit l'association ou je fais autre chose. Mais je reste fidèle à mes principes, je reste fidèle à ce que je milite beaucoup en ce qui concerne le champ du handicap. Donc, pour moi, ça me semble encore frais, cette histoire de positionnement d'argent, de rémunération d'un père, parce qu'on n'y est pas encore. On est vraiment aux prémices. Et c'est pour ça que voilà, je travaille en amont sur l'initiation aussi, qui peut permettre aussi à quelqu'un de faire aussi de la pérédance, parce que c'est ouvert aussi à tous. Alors qu'on veut choisir peut-être soit des élites, des pères super experts. Non, tout le monde est en capacité pour moi d'apporter de l'aide à l'autre. Après, c'est des choix. Mais il y a aussi le fait où on n'a pas le choix. Parce qu'on a une AH, on doit aussi composer avec. Et ça, c'est terrible en fait. Mais ça rejoint la réalité. Donc, c'est tout ça à revoir, mais on mettra encore des années. Mais il faut être dans une cohérence et dans une acceptation aussi des choses où il faut attendre que ça évolue. Mais on est là, voilà, celui qui peut être aussi en sous-marin ou celui qui peut être en avant, comme moi je le suis, à dénoncer aussi des choses, il faut le faire. Voilà, ça peut être des solutions aussi, pour ouvrir un petit peu les esprits. Merci Claudie pour ce complément d'information. Merci pour ta conclusion et ta belle synthèse aussi Thierry.